Aujourd'hui avec Franck, on vous emmène sur un tout petit plan d'eau qui est surpêché, un plan d'eau commercial. Les poissons vont sûrement avoir l'occasion de passer. J'ai détendu au maximum pour jouer la discrétion. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de poissons, il faut quand même arriver à trouver l'astuce pour en prendre quelques-uns parce que c'est pas évident. Ah yes! Quand on pêche des étangs où les poissons sont surpêchés, la moindre chose qui peut indiquer la présence d'un montage ou d'une ligne ou d'un pêcheur sur la berge, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ces pêches parce que sinon c'est assimilé comme un danger. Plomb-cog avec inertie complète plus Kamakura, ça doit faire un sacré duo sur des poissons qui sont un peu surpêchés. Là ça pardonne pas, hein, je veux dire, ça pique fort. Hein. Bienvenue dans cette nouvelle partie de Masterclass. Aujourd'hui avec Franck, on vous emmène sur un tout petit plan d'eau dans la région de l'Oise, un plan d'eau qui est surpêché, un plan d'eau commercial où il faut payer. Les poissons sont très peu espacés, un petit plan d'eau à l'anglaise et on va vous montrer en cette fin de saison où les carpes ont été sollicités toute l'année comment on sollicite et qu'on essaye de prendre des carpes qui sont très pêchés, très éduqués. Et voilà, on va vous expliquer un petit peu toutes nos petites astuces. Franck, tu as choisi un poste assez central. Oui, là je pense qu'au milieu de tout le monde, sur une semaine, les poissons vont sûrement avoir l'occasion de passer. Comme tu disais, hein, on va essayer de les prendre où ils n'ont pas l'habitude d'être pêchés, très discrètement pour tirer notre épingle du jeu. Ça va pas être facile, c'est sûr. Moi je vais aller un peu plus loin, j'ai un poste à 30-40 mètres de Franck. On va pouvoir interchanger sur nos façons d'aborder ce lac et puis on va vous expliquer tout ça. Franck, je te laisse t'installer. Okay. Moi j'y vais, à tout à l'heure. Et puis on se tient au jus. Alors on a un petit plan d'eau avec une berge opposée où il n'y a pas de poste, donc assez sauvage. Et puis on a cette berge où on est, où les postes sont à peu près tous les 30 mètres, 40 mètres, sur une longueur de là, un linéaire de 150 mètres, on a 7-8 postes. Donc il faut pêcher droit devant soi et puis il faut essayer de trouver comment séduire quelques poissons. Énormément pêché quasiment tout le temps au bateau amorceur, donc je pense que les poissons doivent voir des taches. J'ai Bruno à ma gauche et puis deux autres pêcheurs à ma droite, donc je suis un petit peu enfermé, je vais essayer de faire complètement différemment de tout le monde. Donc j'ai trouvé des taches, deux taches de gravier, une à 60 mètres, une à 80 mètres, que j'ai amorcé largement. Je n'ai pas encore mis de bouillette où je vais en mettre très peu là-dessus et je vais pêcher avec un appât que j'aurai trempé partiellement dans le goût et puis plaquer, surtout bien plaquer toutes mes lignes. Donc je vais utiliser un contour et j'ai détendu au maximum pour jouer la discrétion. Moi elle est à 13, ouais. Tu vois, 13, 3,90 m. Oh, c'est ça. Il y a un peu d'eau quand même. Ah oui, il y a de l'eau. Alors moi je me suis mis dans l'angle du lac parce que la première chose, comme ça, j'ai déjà pas de voisin sur ma berge, sur ma gauche, qui me permet de pouvoir pêcher une grande roselière que j'ai à ma gauche. Il y a un joli petit ponton en bois qui me paraît sympa à pêcher. Et puis j'ai décidé de pêcher aussi sur la berge opposée. J'ai considéré que sur notre berge qui est piétinée toute la journée, les poissons allaient moins venir que sur la berge en face. Et puis aussi parce que sur la berge en face, très près du bord, on a une cassure tout de suite qui descend à 3 mètres, 3,50 mètres. Et puis ça me semble un spot qui est assez sympa et ça semble être une route qu'empruntent les carpes sur la berge opposée, loin de la présence humaine. Donc maintenant, il va falloir savoir comment les prendre. Alors pour ma part, j'ai décidé de ne pas spoder, pas faire de bruit, mais plutôt de prendre la mesure et de faire le tour à chaque fois à pied, à chaque fois que je lance une canne, d'aller poser. Donc j'ai sondé du bord ici, j'ai clippé mes lignes et donc j'arrive pile poil à 2-3 mètres des roseaux sur la berge en face. Donc j'ai une petite marge, ce qui me permet de tomber au pied de la cassure. Je vais de l'autre côté à chaque fois, je lance une canne, je vais et j'amorce sur les plombs qui tombent. J'ai pris l'option d'avoir une pêche assez fine avec mes fils qui sont coulés, une approche avec des micros appâts, un amorçage avec que des micro-particules. Et puis je vais essayer de construire ma pêche sur ça, tout en faisant des petits ajustements techniques en fonction des observations et de l'arrivée ou non des poissons. Alors l'importance quand on arrive au bord de l'eau, c'est de pouvoir rester discret, ce qui m'a permis tout de suite de séduire un poisson qui devait être sur la zone de la bordure en face. Un joli miroir bien trapu, un beau poisson avec des belles couleurs automnales, donc j'étais vraiment content. Yes! Et puis voilà, maintenant il ne va pas falloir faire fuir ces poissons-là qui sont dans la zone et puis essayer de les faire rentrer, de les mettre en confiance.
pour pouvoir les prendre les uns après les autres, j'espère. Là, j'ai rien installé, en fait, j'ai monté mon bivy, j'ai 2 cannes à l'eau, dont une qui est encore en train le fil est en train de couler. Et puis il me reste encore une canne après à poser là au pied du petit ponton sur ma bordure de gauche. Et puis après, je vais prendre le temps de ranger mon matériel et puis on verra comment ça se passe. Cette nuit, pour moi, il ne s'est rien passé. J'ai ma canne d'extrême bordure à ma droite qui a été chahutée par un foulque toute la nuit. Donc, pour la journée, j'ai décidé de changer de technique et de pêcher comme les gens font habituellement, c'est-à-dire avec un bateau amorceur. Moi, je vais lancer du bord sur la bordure de la berge opposée. On verra ce que ça donne. Bruno a eu quelques résultats en faisant de la sorte, donc je vais m'y mettre aussi. Pour ce qui est de l'amorçage, je vais continuer sur ce que j'avais fait avec des particules et quelques bouillettes en 15 mm IB. Pour ce qui est donc de mes 3 cannes, il y en a une qui va rester sur mon amorçage à 60 mètres. Celle-ci, elle ne changera pas. Je mettrai quelques spots dessus toutes les heures. Et puis les 2 autres pour la journée évolueront en face où je changerai les couleurs et les parfums. Et puis on verra. Pour faire varier les couleurs, j'ai amené plusieurs infusas où dedans les pop-up trempent depuis quelques temps et donc j'ai diverses couleurs et divers parfums. Ça peut faire la différence, ça se démarque d'un autre pêcheur et puis de l'envie des poissons du moment. Donc on va essayer de trouver ça puisque en cette période de l'année, ils ne sont pas extrêmement gourmands. Et des fois, le côté visuel ou ultra olfactif permet de leurrer les poissons. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que après une nuit assez calme, malgré une jolie petite miroir ce matin, donc j'ai fait une belle miroir hier juste avant la tombée de la nuit, et puis ce matin au lever du jour, juste avant le lever du jour, je refais une toute petite miroir. Donc il y a quand même quelques poissons qui traînent sur la berge opposée pour l'instant. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien gratté ce matin et j'ai trouvé juste devant ce petit ponton à moitié écroulé ici, une petite bande de gravier là que j'ai marqué avec mon marqueur et que là je suis en train d'amorcer. Donc l'amorçage, il est très simple, il se constitue de rappels assez réguliers avec des demi-bouillettes que j'ai coupées au cutter et je les ai nappées avec du Smart Liquide. Le Smart Liquide, ce que j'ai fait juste avant, puisque là on est aux portes de l'hiver, on a une eau qui doit être aux alentours de 9-10 degrés. J'ai mis un tout petit peu d'eau chaude dedans pour le rendre plus liquide et plus fluide en fait. Donc j'ai nappé des demi-bouillettes que j'ai laissé bien imprégnées, je les remue régulièrement pour qu'elles s'imprègnent à cœur. Et à côté de ça aussi, j'ai des particules. Donc les particules, j'ai mis du chenvi, donc ça s'imprègne pas trop, c'est pas trop de l'éponge. Par contre, j'ai mis des pellets en 2 dissolutions différentes, des pellets Mainline Match, donc qui sont normalement destinés pour les pêcheurs au feeder ou les pêcheurs à la grande canne, et puis des pellets un peu plus riches, essentiel sel, un peu plus riches en protéines, qui vont bien absorber ça. Le pellet, ça absorbe bien le liquide, et donc ça va aussi travailler dans le temps. Donc je vais faire un petit tapis ici là sur ma zone, et je vais la pêcher tous les jours, même si j'ai pas de touche. Peut-être qu'à un moment il y a un poisson qui va passer, peut-être que ça sera le bon poisson. Donc je suis là quelques jours, j'espère que ma stratégie va payer. C'est ce que j'ai pour habitude de faire sur tous les plans d'eau à forte pression comme ici. Donc là on est sur une ligne où il y a des postes tous les 30-40 mètres. Si tout le monde tend les fils très fortement, et ben les poissons qui circulent se tapent dans des cordes tous les 30 ou 40 mètres. Donc ça fait 3 lignes par pêcheur, donc ça fait beaucoup de lignes sur peu de superficie d'eau. Là en plus, moi je suis dans un corner du lac, donc j'ai pas envie de faire fuir tous les poissons de ma zone ici. Donc je détends toujours beaucoup mes lignes. Donc comme ça, comment je procède? Donc je jette, ensuite je détends, je donne de la bannière, et puis je pose ma canne comme ça. Donc en fait j'utilise du Subline, c'est un nylon qui se lance très très bien, mais qui a aussi une densité très élevée, donc qui permet de couler et de pêcher slackline. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand on pêche des étangs où les poissons sont surpêchés, c'est que la moindre chose qui peut indiquer la présence d'un montage ou d'une ligne ou d'un pêcheur sur la berge, bah, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans ces pêches, parce que sinon c'est assimilé comme un danger. J'ai mon bivy qui est très loin de ma zone de pêche, ça m'évite de marcher sur les cailloux ici toute la journée, et je détends mes lignes. Donc je procède ainsi, voilà, je détends en plusieurs fois.
Et ma canne, je la laisse comme ça parfois 10 minutes. Donc bien sûr, frein desserré au cas où. Et une fois que c'est coulé complètement, je pose ma ligne. Voilà. Et je ne fais que mettre mon hanger qui lui va complètement se détendre. Et j'ai une ligne qui est complètement détendue, on le voit ici là. Voilà, le fil coule carrément à pic. Il se plaque sur le fond jusqu'à mon marqueur là-bas. Et donc j'ai une zone, si les poissons passent au bord ici, qui est complètement sécurisée parce qu'ils passent au-dessus de mes fils sans taper. Ça c'est une zone, ce qu'on appelle la safe zone. Hein. C'est une zone complètement sécurisée avec des matériaux très lourds, très denses qui se plaquent complètement. Et là je sais que je pêche sans alerter les poissons de ma présence. Petit rayon de soleil, il est midi à peu près. Toujours une touche sur les coups de midi. J'aime bien que les cannes pêchent correctement à ce moment-là de la journée. Et puis juste en même temps, il y a aussi Franck qui a eu un départ. Donc ça veut vraiment dire que cette heure-là, elle est propice et qu'il faut avoir les cannes dans l'eau. Donc là, il n'y a aucune urgence à tirer fort sur le poisson. Il n'y a pas d'obstacle. Il y a quelques roselières sur les côtés, mais ça devrait passer. Donc j'y vais tranquillement. Je pêche avec des Kamakura. Dans ce genre de plan d'eau où les poissons sont ultra pêchés, c'est vraiment quelque chose qui est un plus. On voit dans les vidéos underwater de chez Corda que les poissons qui sont surpêchés ont tendance à prendre les èches du bout des lèvres parce qu'ils ont des mauvaises expériences sur ce genre de choses et donc ils recrachent assez facilement. Donc avoir un hameçon très piquant, c'est un atout vraiment dans ce genre de situation. D'ailleurs j'ai vu sur les 2 poissons que j'ai pris, un en début de nuit hier et un ce matin, qu'ils étaient parfaitement piqués. Donc je pêche avec des petits spinner rigs, des tout petits appâts, des petites pop-up de 12. Sur un spinner rig, ça fait juste une bouillette équilibrée qui tombe sur le fond et c'est parfait. Elles sont goûtées avec de l'isotonique. Il est très fluide, très liquide. Et en fait, à cette saison, j'aime beaucoup parce que ça continue de bien travailler en fait. Get in, yes! Il y a un joli poisson avec des belles couleurs encore. J'ai bien bloqué les puzettes là, et puis je vais aller donner un coup de main à Franck qui a un poisson de son côté. Écoute, encore en combat, et toi alors? Un joli miroir, dans les 10-12, mais encore avec des très belles couleurs. Tu la touches où là, Franck? Bah écoute, j'avais vu que tu avais fait des touches hier en face. Ouais. Alors j'ai fait comme toi, j'ai appliqué la même technique. Hein. Pêcher la bordure d'en face, 3 mètres du bord, un peu comme font les locaux. Ouais. Sauf que nous, on n'a pas de bateau amorceur. Il faut aller la chercher, la bateau à 130. Sur cette canne-là, 120 et puis l'autre 130. Ouais. Ouais. Heureusement que moi j'ai un peu moins parce que je suis moins bon lanceur que toi. Par contre, tu y vas avec du contour. Ouais, bah écoute, ça c'est du 33, donc j'ai le plus petit de la gamme, quoi. Et bah ça l'a fait. Ah bah je te dirais pas que je vais pousser beaucoup plus loin, hein, mais ça l'a fait, ouais. Par contre, là, c'est vraiment parfait sur ce genre de plan d'eau d'utiliser du contour parce que là, je vois tes lignes, elles sont vraiment plaquées sur le fond. Tu vois, le combat, ça touche pas les autres, c'est nickel. C'est nickel. Tu t'embêtes pas à te dire, je vais passer sous la canne, dessus la canne. T'es prêt, mon Bruno? Yes! À part le petit poisson que j'ai fait ce matin, on n'avait rien fait. Et puis là, on a l'impression que ça commence peut-être à s'agiter un petit peu. Midi, petit rayon de soleil, on est au moment le plus chaud de la journée. Donc est-ce que ça a un impact ou pas vu qu'il ne fait pas très chaud? Donc on fait chacun un très joli poisson, donc des magnifiques couleurs automnales, donc on est super content. Donc on espère que ça va continuer. Premier poisson, ça fait super plaisir et la stratégie que j'ai adoptée ce matin en changeant a payé. Voilà. Là, c'est une canne que j'avais tendue vraiment en bordure d'en face, à peu près 3-4 mètres du bar en face, juste dans la cassure, qui a payé, donc eh bien, on va continuer. Hein. Lorsqu'on fait un poisson, surtout, la base c'est d'en prendre soin, hein, donc on le sort avec un sling et on le soigne et on le remet correctement à l'eau, qu'il soit petit, gros, on le retrouvera plus tard, il fera peut-être 20, 30 kilos, on ne sait pas, et ça serait bien de l'avoir en parfait état. Pour ce qui va suivre, je vais retendre correctement ma canne sur le spot et puis aller réamorcer un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, parce que je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de manger tous les appâts qu'il y avait sur le fond et voir si on peut enchaîner les touches. Là, le montage de spinner, ça pique toujours parfaitement, hein, vraiment au milieu, bien piqué, craignez pas décrocher, donc parfait. Et puis le poisson, une fois qu'on a enlevé l'hameçon, sur cette partie de la bouche, ça ne l'abîme pas.
Il y a deux aspects très importants dans les montages qu'il faut toujours vérifier pour moi, c'est le poids du plomb et le piquant de l'hameçon qui doit être vraiment parfait, et c'est à vérifier à chaque lancer. Il ne faut pas oublier que de tous les paramètres, c'est vraiment celui-là qui permet la capture des poissons. On perd souvent des poissons sur des décroches et on se demande pourquoi. Tout simplement, on ne réfléchit pas que peut-être au précédent lancer, on a raclé une petite pierre et finalement la pointe de l'hameçon est émoussée. D'autant plus dans les plans d'eau que l'on pratique régulièrement maintenant, qui sont de plus en plus pêchés. C'est extrêmement important d'avoir un hameçon qui permet d'éviter toutes les décroches ou les mauvaises piqûres. La carpe n'est pas intelligente, par contre elle a de la mémoire. Elle sait assimiler une èche, une couleur d'appât ou une odeur ou quelque chose comme ça à un danger. Donc forcément elle se nourrit d'une façon différente, et lorsqu'on a des hameçons qui piquent très fortement, on peut faire la différence sur des poissons qui chipotent et qui prennent du bout des lèvres ou qui font très attention. On l'a déjà vu dans les vidéos Underwater de chez Corda, où en changeant quelques paramètres sur un montage, en ajoutant du goût par exemple, ou en affûtant proprement les hameçons pour qu'ils soient ultra piquants, on arrive à reprendre des carpes qui avaient saisi l'èche auparavant et qui l'avaient recraché sans se faire piquer. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser les Kamakura, parce qu'on est dans une configuration où il y a beaucoup de pêcheurs, et donc on peut imaginer que désormais les petits tas déposés en bateau amorceur ou simplement des èches au milieu d'un tapis de graines, ça peut être assimilé à un danger. Les Kamakura, je les utilise en fait avec tous les montages maintenant, puisque dans la gamme on a un white gap, on a un shoddy, on a un crank. Donc que je pêche au shod, au spinner ou en équilibré, ça répond à toutes mes attentes. Elles peuvent se nourrir différemment sur ce genre de configuration. Donc j'ai choisi d'utiliser les Kamakura parce que je suis persuadé que ça peut transformer des fausses touches en arrivée. Je me suis rendu compte que les départs étaient vraiment plus directs. Le poisson était vraiment pris et sentait la piqûre plus franche dès le départ. Ils sont vraiment très différents de tout ce qui peut exister sur le marché à l'heure actuelle, puisqu'ils sont affûtés chez nous, et donc ça les rend extrêmement piquants. Donc qui dit hameçon ultra affûté, ultra piquant, dit aussi pointe ultra fragile. Donc quand vous pêchez sur des graviers, quand vous pêchez sur des routes de cailloux, comme ici c'est le cas, il faut vérifier très régulièrement ces hameçons et pas hésiter à en changer, parce que ça peut vous faire perdre des poissons, et ça c'est très très important. Vérifier le piquant des hameçons à chaque lancer, sur le test du doigt ou simplement avec la pointe du doigt, c'est très très important et il faut le faire à chaque fois, sinon vous pouvez perdre un poisson. Les spinners, ça me permet justement, quand j'ai un hameçon qui est un petit peu émoussé, de changer l'hameçon sans avoir à changer le bas de ligne. Donc ça c'est aussi important, parce que quand on pêche sur des fonds durs, les pointes d'hameçon s'abîment plus régulièrement. Alors il existe des spinner rigs prêts à l'emploi désormais chez Corda, mais moi aujourd'hui, comme j'utilise les Kamakura, j'en ai préparé plusieurs à l'avance dans des tailles d'hameçons différents. Aujourd'hui j'utilise les Kamakura en crank, et ça me permet d'avoir simplement plusieurs spinners d'avance, et je garde la terminaison en boom et j'ai juste à changer la terminaison avec le spinner swivel. C'est très pratique et très rapide. Tu sens ça comment cette nuit, Cucu là? Bah, écoute, au vu de la nuit dernière, je suis pas trop optimiste en fait. Pourtant ça a bien claqué hein, quand même. Ça a claqué dans la nuit, mais je suis pas sûr qu'elle soit sur les bordures. Moi j'ai pêché en pleine eau, j'ai rien fait. Ouais. Ah, après les bordures, je sais pas, t'as vu la petite miroir, je l'ai fait quand même il faisait encore bien nuit, il était 6 h. Et pourtant je pêchais au taquet des roseaux là-bas aussi. Ouais, mais 6 h, tu te rends compte les laps de temps qu'on a eu sans touche. Sans touche. Peut-être pas avoir beaucoup de touches, mais avec un peu de chance, on peut faire un beau poisson, quoi. Ouais, lorsque ça devient plus dur, de toute façon, on a tendance à toucher les plus belles. Hein. C'est ce qu'on dit, on verra. Hein. On verra, ouais.
dur cette nuit. Rien de terrible. Donc on va relancer les lignes, on va repêcher propre pour la journée. Dans ce type d'étang, j'utilise des tout petits appâts, des micro pop-up ou des petits toppers, j'aime bien aussi. Et donc voilà, j'ai un petit mélange à base de goût isotonique. Donc j'utilise des essentiels sel parce qu'avec l'isotonique ça se marie parfaitement, et j'ai fait des gros cartons au début de saison avec, donc ça devient une valeur sûre pour moi. Donc ou sur des wafters ou sur des pop-up, ça dépend un peu comment est la pêche. Essentiel sel jaune avec isotonique, goût isotonique, c'est un de mes mélanges préférés. Et aux portes de l'hiver là comme ça, quand les eaux commencent à devenir froides, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais, comme prévu, fin de saison, coup de froid, poisson surpêché, la pêche est très compliquée, on a du mal à déclencher des touches. J'ai été voir les voisins tout à l'heure, ils ont fait au bateau amorceur avec éco-sondeur, ils n'ont pas fait plus de poissons que nous, ils en sont à 3-4 poissons. Donc on est dans une configuration qu'on attendait, et pour déclencher quelques touches, on essaye de s'adapter avec Franck pour trouver des solutions. Donc là pour moi c'est des petites zèches de 12 mm ou équilibrées ou flottantes, comme toujours dans ce genre de pêche. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de poissons, il faut quand même arriver à trouver l'astuce pour en prendre quelques-uns, parce que c'est pas évident. Ah yes, 17,4 kg pour ce joli poisson, pris sur la berge opposée à 110 mètres à peu près. Ouais, je suis content, elle longe vraiment la berge d'en face. Et pour ça, je présente une toute petite pop-up. Je vais vous présenter le rig avec laquelle je l'ai capturé. Alors avec Franck, on a décidé d'utiliser la gamme Dark Meter pour pêcher aujourd'hui, parce que c'est une gamme qui nous permet d'avoir des matériaux très coulants et très discrets autour de nos montages. Et dans ce genre de lieu, il faut toujours prendre chaque détail avec précaution. Donc pour ma part, ce qui m'a permis de séduire la belle miroir à l'instant et tous les poissons que j'ai pris depuis le début ici. Donc en termes de leader, j'utilise un Camo Leader. Donc là c'est une version clear, il en existe en 3 ou 4 coloris différents et en des terminaisons différentes. Donc c'est un matériau qui est ultra résistant à l'abrasion, et avec des armes en tungstène à 2 endroits qui lui permettent de se plaquer complètement contre le fond. Donc c'est quasiment indétectable. Vous avez à un bout une épissure thermosoudée, et à l'autre bout, ici j'ai mis, c'était une version avec un émeraillon à anneaux simplement, donc j'ai ajouté un clip plomb. Mais ces Camo Leaders sont disponibles aussi en version hélicoptère, en version hybride clip et en version avec un émeraillon QC. En termes de battling, donc là j'utilise un classique spinner rig, mais avec une petite particularité pour ma part, c'est que j'aime beaucoup pêcher avec des wafters. Et donc vous avez donc là c'est une partie en boom, crimpée des deux côtés, qui se termine avec un spinner swivel. Donc il existe 2 versions des spinner swivel. Un spinner swivel classique avec un émeraillon classique, et un spinner swivel avec un émeraillon à anneaux. La version à anneaux, je la réserve pour les présentations flottantes, parce qu'on a une totale liberté de lèche, et ce qui permet à la pop-up de se représenter tout le temps pareil. Par contre, les versions émeraillon normales, j'aime bien les utiliser avec des wafters. Je trouve que c'est plus présentable. Là, pour une version plus équilibrée wafter sur le fond, je préfère un spinner swivel sans anneaux. Donc ce montage, il est très simple à réaliser, et je vais vous expliquer comment on le fait tout de suite. Pour commencer, déroulez environ 25 cm de fluorocarbone boom. Prenez un sleeve de taille numéro 6, ajustez la boucle afin qu'elle laisse la possibilité de la mettre dans un émeraillon QC ou un quick link. Faire attention que le crimp soit bien dans le canal S, puis serrez fort. Vous entendez un clic, coupez l'excédent à environ 0,5. À l'autre extrémité, passez une fois de plus un sleeve, passez votre spinner swivel sans anneau. Ajustez la boucle pour laisser la liberté au spinner swivel. Coupez l'excédent. Pour cette pêche, j'utilise des Kamakura, des hameçons
ultra piquant qu'aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser en version crank numéro 8. Prenez un kickers de taille médium, coupé environ 2 mm. Puis par la partie la plus large, enfilez-le par la pointe du crank. Passez votre spinner swivel dans l'œillet de votre hameçon, puis recouvrez en faisant glisser le kickers en force sur le spinner swivel. Vous ne pouvez plus perdre l'hameçon. Cela vous permet également, en enlevant le kickers, de pouvoir changer rapidement d'hameçon si ce dernier est émoussé. Prenez un micro ring swivel et passez l'anneau dans la pointe de l'hameçon. Pour finir, enfilez une hook bed small. Veillez à bien enfiler par son centre la hook bed afin de ne pas abîmer la hook bed et la pointe de l'hameçon. Venez à la centrer à la hauteur de la pointe de l'hameçon. Prenez 7 ou 8 cm de bed floss. Prenez une pop-up Essential Cell 12 mm. Enfilez le floss cap dans le fil dentaire. Venez le rentrer en force dans la bouillette. Brûlez l'excédent. De cette manière, votre pop-up résistera au lancer appuyé et ne s'enlèvera pas. Tendez très fermement votre boom afin qu'il se raidisse et prenne une forme très droite et très rigide. Utiliser une pop-up de 12 mm pour ce montage permet de l'équilibrer parfaitement car le poids du spinner swivel plus de l'émeraillon plus du micro ring swivel, l'hameçon se positionnera à plat et la bouillette juste au-dessus. De cette manière, vous obtenez un montage très agressif et très piquant. Je pense que pour ce qui est de Bruno, comme il est dans la queue du lac et que ça saute la nuit, il a des touches assez régulièrement, il a très bien reposé ses cannes pour cette nuit, je pense qu'il va faire des touches. Quant à moi, je vais rester sur mes coups en pleine eau parce qu'avec mon nylon, c'est assez compliqué d'aller pêcher en face, la bordure est assez loin. Et donc je vais me concentrer sur les 2 zones de gravier et puis en espérant que les poissons finissent par rentrer en pleine eau. Alors, mon Bruno, la petite touche du poisson. matin. Ouais. Hier, c'était exactement la même heure. Et pourquoi tu as choisi d'utiliser des cogs là? J'ai eu des semblants de touches hier, j'ai eu l'impression que c'était des fausses touches. Alors j'aime bien ce système-là parce que le poisson prend l'inertie complète du plomb. Et puis je pense que c'est complètement cohérent parce que plomb cog avec inertie complète plus Kamakura, ça doit faire un sacré duo sur des poissons qui sont un peu Ah ouais, surpêchés. là ça pardonne pas, hein, je veux dire, ça pique. Le poisson lorsqu'il soulève le montage, il soulève la totalité du poids du plomb. D'accord. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'avais mis 140 grammes, là, il a pris 140 grammes d'autoferrage. Ouais, alors que sur un lit clip, il va prendre 30% de la masse du plomb que tu utilises, ce qui fait que c'est toujours peu. Donc sur des poissons qui se nourrissent un peu du bout des lèvres, un peu qui chipotent parfois parce qu'ils ont la mémoire d'anciennes captures, ça peut être vraiment intéressant quoi. Allez. Yes. Come on. Et voilà. Peut-être un des derniers poissons de notre partie de pêche avec Bruno. Plan d'eau surpêché. Et on aura su faire quelques jolis poissons. Donc moi, ma technique m'aura permis de faire quelques poissons. Voilà, pour moi c'est peut-être le dernier, mais c'est super. J'avais opté pour une stratégie de discrétion des montages et voilà ce que j'ai utilisé. Donc c'est le nouveau contour. Il existe maintenant en 37 et 35 centièmes. C'est un fluoro qui se plaque très vite et très facilement au fond. Les poissons qui vont tourner sur le lac ne verront pas vos lignes. Il ne faut pas hésiter à détendre. Il faut prendre le temps et là vos lignes seront complètement plaquées sur le fond. Pour ce qui est de la terminaison, j'utilise le Dark Matter Tubing. Donc comme son nom l'indique, il est en Dark Matter. Il est extrêmement lourd comme on peut le voir. Donc il va aider encore plus la ligne à vraiment se plaquer sur le fond. Donc lorsque c'est pour des lancers un peu plus longs, j'en mets 40 cm.
des fois 50, et si vraiment je veux vraiment que ça plaque énormément, j'en mets un peu plus, 1 mètre. J'ai utilisé le système COG. Donc le système COG, il est décliné en plusieurs versions, le plomb distance et le plomb flat. Donc le plomb flat, c'est plus destiné aux pêches qui vont être dans les rivières, dans les courants, dans les pentes. Et le plomb distance, il m'a permis de pouvoir atteindre des distances un peu plus importantes. Il est décliné en plusieurs poids par multiple de 2. 2 grammages coïncident avec un système, une longueur de COG. Donc sur chaque émerillon de COG, on a un numéro qui est aussi le numéro indiqué sur le plomb. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc chaque système COG a 2 plombs à son actif. C'est très important de mettre en cohérence les systèmes, puisque sinon, ils vont être ou trop courts et votre plomb va mal se présenter, ou trop long, ça va être un peu las et ça s'en mêlera au lancer. À ça, j'y ai adjoint donc un spinner rig, le montage que Bruno vous a présenté hier. J'ai pris le même pour la pêche, donc combiné avec un petit Kamakura. Voilà, pour les pêches difficiles, c'est un système que j'affectionne tout particulièrement. Tout mon montage a été réfléchi vraiment pour avoir une totale discrétion du montage dans les eaux qui sont surpêchées. Un fil qui coule, un dark meter pour couler encore mieux et plaquer encore mieux, une totale inertie sur le plomb qui va vous permettre de ne pas avoir un autoferrage sur votre nylon, et un montage très piquant. Que l'on parte du nylon jusqu'à la pointe de l'hameçon, tous les éléments qui sont mis bout à bout doivent être réfléchis et adaptés. Ce que je peux en déduire, c'est que j'avais misé sur une stratégie d'amorçage sur des zones qui ne sont pas pêchées habituellement avec le bateau amorceur. Elle n'a pas été payante. Et par contre, pêcher dans le style sur les zones où elles ont l'habitude de voir les bateaux amorceurs déposer des montages, mais sans amorçage, eh bien, c'est ce qui pour moi a été le plus payant. Alors comme prévu, on a fait face à des difficultés auxquelles on s'attendait. Alors une qu'on ne s'attendait pas, c'était la météo. La semaine dernière, on avait encore un bon vent du sud-ouest, des météos parfaites pour la pêche. Et puis dès qu'on est arrivé le jour même, c'est passé au vent du nord avec une chute brutale des températures. Il a fait froid les nuits, on a eu de la pluie, on a eu un vent du nord, c'était vraiment piquant. Donc ça, c'est jamais très bon parce que les poissons, quand c'est brutal, ils n'aiment pas trop. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'on pêche un centre de pêche commercial qui est pêché toute l'année. Et quand on arrive au port de l'hiver, les poissons ils saturent un petit peu, ils deviennent plus difficiles à prendre qu'en début de saison. Et puis voilà, on a quand même réussi à s'adapter, on a beaucoup communiqué avec Franck, on a échangé sur la façon de faire. Et puis on a tous les deux utilisé des Kamakura, des hameçons très piquants, qui permettent dans certaines situations de prendre 1 ou 2 poissons de plus qu'on n'aurait pas pris avec des hameçons classiques. Ça a été le cas pour notre part, on a réussi à capturer quelques poissons, dont certains assez jolis. Et puis on a aussi adapté notre façon de faire. On a pêché avec des tout petits appâts, on a utilisé des plombs chacun assez lourds, des coques pour Franck, moi une plombée classique parce qu'il fallait que je pêche assez loin, donc c'était un peu plus compliqué pour moi qui suis moins bon lanceur que Franck. Et puis on a détendu les lignes complètement, on a utilisé des matériaux coulants sur nos montages pour bien plaquer tout et que ce soit vraiment très discret. Un ensemble de choses qui fait que dans les étangs commerciaux, on peut arriver à prendre quelques poissons de plus que les autres quand on réfléchit comment on pêche et quand on adapte ses montages, ses appâts et sa façon de pratiquer la pêche dans ces lieux. C'est des lieux que beaucoup de gens pêchent et puis qui pêchent tous un peu de la même façon pour certains, bateau amorceur, donc ça fait des petits tas d'amorces et ça on peut très difficilement faire autrement avec un bateau amorceur. On a quand même réussi à faire la différence en prenant quelques poissons sympathiques et on est plutôt satisfait même si on aurait pu mieux faire.